démontrer le théorème du rang, qui est le théorème le plus important de cette fin de chapitre, et probablement des théorèmes le plus importants de tout le chapitre aussi. On va voir l'énoncé du théorème, la démonstration, et puis on verra un petit exemple d'application euh, de ce théorème du rang, qui nous montrera à quel point en fait il est très puissant, il va nous servir énormément, et on va en user et en abuser dans tous nos exercices d'algèbre linéaire. Alors le théorème du rang, il nous dit la chose suivante, en fait il va nous lier la dimension du noyau avec la dimension de l'image d'une application linéaire. Plus précisément, si f est une application linéaire de E, dans f, E et f étant deux cas espaces vectoriels, et E étant de dimension finie, alors f est de rang fini, et on va avoir la relation suivante, la dimension du noyau de f plus la dimension de son image sont égales à la dimension de l'espace de départ. Alors c'est ce qu'on va montrer désormais dans la preuve 27. Donc on va supposer que la dimension de E est finie. Alors, pour être plus précis, en fait, on devrait dire que E est de dimension finie. Et on va noter n cette dimension. On va traiter deux cas. Donc le premier cas, on va supposer que f est injective. Alors dans ce cas-là, en fait c'est un cas qu'on avait déjà traité, on a vu que le rang de f est égal à la dimension de E. Alors c'était la proposition 25 qui nous disait ça. Et si f est injective, son noyau est réduit au singleton qui contient l'élément neutre. Donc en fait, on va juste vérifier qu'on a la formule, mais ça va vraiment être très simple, parce que la dimension du noyau de f, ça va être 0. Et la dimension de l'image, ça va être 2n. Donc ça va être en fait la dimension de E. Et donc ce qu'on aura à la fin, c'est bien la formule du théorème du rang, à savoir que la dimension du noyau plus la dimension de l'image est égale à dimension de E. Voilà. Ça, c'était le cas facile. On va maintenant passer au cas un peu moins trivial. On va se dire que f n'est pas injectif cette fois. Et dans ce cas-là, on va poser une base du noyau. Donc comme l'application f n'est pas injective, le noyau n'est pas réduit à l'élément neutre, donc on peut trouver une base qui a un nombre strictement supérieur à 0 d'éléments. Je vais noter P ce nombre d'éléments, et donc voilà, on est de dimension P. Et je vais compléter cette base, donc je vais utiliser le théorème de la base incomplète. D'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter cette base en une base donc qui va reprendre les éléments, les premiers éléments. Donc on va avoir les éléments de EI à EP. Et puis on va compléter en une base qui va jusqu'à EN de E. Alors on va vouloir montrer que là en fait on a une base du noyau. Ce qu'on veut montrer c'est que ce qui reste là est en quelque sorte une base de l'image, sauf que ça n'a pas de sens parce que c'est des éléments de E. Or l'image c'est quelque chose qui vit dans F. Donc en fait on va montrer que c'est pas la famille des EP plus 1 jusqu'à EN qui est une base oui c'est une base de l'image de F, mais que c'est les F de EI, donc F de EP plus 1 jusqu'à F de EN, qui est une base de l'image de F. Voilà. Donc si je regarde, on doit montrer que c'est une base, on a deux choses à démontrer. D'abord que c'est une famille génératrice, puis que c'est une famille. Ou réciproquement, mais nous on va le faire dans cet ordre-là.
Donc on va d'abord montrer que c'est une famille génératrice. Pour ce faire, je vais me donner un Y appartenant à l'image de F. Donc dans ce cas-là, il existe un X appartenant à E tel que f de x est égal à y. Et comme la famille de I forme une base de E, on va noter qu'il existe une unique famille de scalaires qu'on va noter xi, qui décompose x dans la base E. Donc une famille de scalaires de Kn, telle que x soit égal à la somme des xi ei. Et on va se servir de ça pour décomposer, pour regarder ce que fait y, qui est donc égal à la somme des xi ei. Voilà, donc pour déjà remarquer qu'en fait, par linéarité, ça va nous donner la somme des xi fois f de ei. Et cette fois, je vais décomposer ma somme pour aller jusqu'à ep et ensuite continuer jusqu'à f de en. Voilà. Et maintenant, je vais me servir du fait que, en fait, ma base, je l'ai construite comment tous mes ei là, de 1 à p, ils appartiennent au noyau. Donc en fait, toutes ces images-là que je calcule, depuis le début, ça fait 0. Donc ça me fait x1 fois 0 plus xp fois 0. Et le reste, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc finalement, si je fais le bilan, tout ce que j'avais au début, c'était des sommes nulles. Il me reste que les sommes de la fin. Donc finalement, y s'appartient à l'espace vectoriel engendré par ep plus 1 jusqu'à f de en. Et ça, c'est vrai pour tout y appartenant à l'image de f, puisque j'ai pris mon y quelconque. Donc, l'image de f est engendrée par cette famille. Donc on a bien montré que c'était une famille génératrice. Et je vais désormais montrer que c'est une famille libre. Et c'est toujours la même chose. Pour montrer qu'une famille est libre, je vais me prendre une famille de scalaires, lambda indexé de p plus 1 à n. Voilà, donc c'est une famille de n moins p scalaires qui va annuler la combinaison linéaire des f de i. Donc tel que le vecteur nul est égal à la somme des lambda i f de ei voilà. Et là, je vais me servir de la linéarité de f pour dire qu'en fait, je peux rentrer les lambda i dans les parenthèses là, et ensuite que je peux tout
concaténés. Donc j'ai lambda p plus 1 ep plus 1, etc. jusqu'à lambda n en, et tout ça dans la même parenthèse. Donc ce qu'on a conclu là, c'est que ce vecteur-là, il appartient donc au noyau de f par définition. Mais il appartient aussi à l'espace vectoriel engendré par les EI de P plus 1 à N. Or, le noyau de F et l'espace vectoriel engendré par les UI sont supplémentaires. On va le voir, hein, parce qu'en fait, le noyau de F, on a vu tout à l'heure que, on a supposé qu'en fait il était engendré par les EI pour I allant de 1 à P. Or là, on a une famille libre. Donc ça, en fait, c'est le vecteur nul, parce que toute la famille EI forme une base. Donc en particulier, c'est une famille libre, donc l'espace vectoriel, l'intersection des espaces vectoriels ici, là, va être égale au nul, au vecteur nul. Donc ça nous dit forcément que ce vecteur-là appartenant au noyau et à l'espace vectoriel engendré par les EI de P plus 1 N, ça nous dit que forcément ce vecteur est nul. Mais cette famille des EP plus 1 à EN, c'est la famille dont on s'est servi pour compléter la base. Donc en fait, en particulier, c'est une famille libre. Donc lambda P plus 1 jusqu'à lambda N est égal à 0, car la famille des EP plus 1 à N, elle est libre. Puisque c'est une sous-famille, car c'est une sous-famille d'une base, donc une famille libre. Voilà, donc on a montré que c'était une famille génératrice et une famille libre. On va maintenant pouvoir conclure. Donc finalement, si je regarde la dimension du noyau de F et le rang de F, donc la dimension de l'image. Alors, qu'est-ce que ça me donne ? On a supposé que la dimension du noyau de F, c'était P. Là, on a posé EI, EP, une base de R de F. Et la dimension de l'image, comme on a trouvé une base qui est F de EP plus 1 jusqu'à F de EN, qui est de cardinal, donc N moins P, la dimension de l'image de F, c'est N moins P. Donc finalement, la dimension du noyau plus la dimension de l'image, ça fait P plus N moins P, c'est-à-dire N, qui est égal à la dimension de E. Ce qui achève notre preuve, puisque dans les deux cas, que F soit injective ou que F ne soit pas injective, on a la relation dimension de l'image plus dimension du noyau est égale à la dimension de E. On va conclure cette vidéo par un exemple d'application de ce théorème du rang. Et en fait, cet exemple d'application, on va le revoir décliné sous plein de manières différentes. Donc, c'est important de voir comment on le fait. On va prendre un exemple très simple. On va se placer dans l'espace des polynômes de dimension inférieure ou égale à n, Rn de x. Et on va prendre l'endomorphisme f qui est défini par f de p égale p'. On veut regarder quel est le noyau de f et la dimension. Puis on va regarder la dimension de l'image. Puis on va en déduire ce qu'est l'image. Voilà, donc la première question, c'est un exemple assez classique qu'on a déjà traité. Donc on essaie de se demander quel est le noyau de f, donc sachant que f
c'est l'application qui, un polynôme P lui associe son polynôme dérivé. Donc par définition, le noyau, c'est l'ensemble des polynômes de Rn de x tels que le polynôme dérivé est égal à 0. Alors ça, on a déjà vu, c'est assez simple de voir qu'en fait, pour que le polynôme dérivé s'annule, il faut que le polynôme au départ soit constant. Donc le noyau de f, en fait, c'est tous les polynômes de degré inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire R0 de x. Et ça, on avait vu aussi que c'est engendré par le polynôme constant est égal à 1. Donc en particulier, la dimension du noyau de f est égale à 1. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est assez simple. Par contre, c'est la partie 2 où en fait où ça va être un petit peu inédit et où on va se servir du théorème du rang. Puisque en fait, d'habitude, pour trouver l'image de f, pour trouver la dimension de l'image, on trouvait d'abord l'image, puis on calculait la dimension. Et bien là, on va faire l'inverse. On va d'abord calculer la dimension sans rien connaître de l'image, et on va s'en servir pour déduire ce qu'est l'image. Alors, pour calculer la dimension, on va utiliser le théorème du rang. Alors, je peux utiliser le théorème du rang parce que mon espace de départ, Rn de x, est de dimension finie. Donc ça, il faut bien que je vérifie. La dimension de Rn de x est finie. Donc, je vais utiliser le théorème du rang pour dire que la dimension du noyau de f et la dimension de l'image de f est égale à la dimension de l'espace de départ, donc en l'occurrence c'est Rn de x, c'est-à-dire n-1. Donc, pour calculer la dimension de l'image de f, je vais juste devoir passer, c'est n plus 1, pas n-1, je vais juste devoir passer la dimension du noyau à droite, parce que le rang de f c'est la dimension de l'image, donc finalement je vais avoir dimension d'image égale n plus 1 moins dimension du noyau de f, c'est-à-dire n plus 1 moins 1, c'est-à-dire n. Donc sans rien connaître de l'image, je sais que sa dimension c'est n. Et en fait, en ayant la dimension, j'ai déjà beaucoup d'informations sur l'espace qui vont me permettre en fait de conclure ce qu'est l'image. Alors je vais commencer par constater que de manière assez immédiate, l'image de f, je vais voir qu'elle est incluse dans... Alors on va regarder dans quoi. C'est quoi l'image? C'est quand je prends l'ensemble des polynômes p, dans quoi j'atterris quand je fais la dérivée. Si je pars avec des polynômes de degré inférieur ou égal à n, en dérivant je vais baisser le degré, donc je vais obtenir des polynômes de degré inférieur ou égal à n-1. Donc l'image de f va forcément être incluse dans Rn-1 de x. Et je voudrais montrer que l'implication réciproque est vraie aussi. Donc jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un polynôme dans Rn-1 de x et qu'on essayait de trouver un antécédent. Là, en fait, j'ai plus besoin de faire ça parce que j'ai un argument de dimension. Puisque l'image de f est inclue dans Rn-1 de x, or, on vient de voir que la dimension de l'image de f, c'était n, qui est aussi égale à la dimension de Rn-1 de x. Donc, comme on a égalité des dimensions et qu'on a inclusion, on a forcément égalité des deux ensembles. Voilà. Et donc, la moralité de cet exercice, plutôt que... effectivement, il nous donne une information sur l'espèce de polynôme, mais ce qui est plus intéressant, c'est comment on applique le théorème du rang, et surtout,
Pourquoi il est si pratique? En fait, il nous simplifie énormément la tâche. Parce que un exercice comme ça, on a déjà fait, hein, trouver le noyau et trouver l'image. Et on a vu que souvent, c'était assez fastidieux. Ça demandait beaucoup d'étapes de calcul. Or là, en fait, on s'est vachement simplifié la vie parce qu'il y a une première étape qui est de trouver le noyau qui, elle, reste à peu près inchangée par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent. Mais une fois qu'on a ça, avec des renseignements sur la dimension et le théorème du rang, on peut aller beaucoup plus rapidement pour terminer cet exercice.